En pénétrant dans Alep ce dimanche 1er décembre, Ahmad se demande s'il rêve. Nous sommes à une semaine de la chute du régime, mais Alep est déjà libéré et ce matin, il a pu passer la frontière sans encombre depuis la Turquie, où il est réfugié avec sa femme et ses 2 enfants. Le voilà de retour dans sa ville natale. 8 ans après son départ forcé, il a tenu sa promesse. Le 15 décembre 2016, nous quittons Alep. Voici les civils que l'armée du régime et la Russie qualifient de terroristes. Et voilà les ruines. Du moins en partie. Nous ne partons pas de notre propre volonté, mais nous partons avec notre dignité, la tête haute. J'espère qu'un jour nous reviendrons. Au début de la révolution en 2011, Ahmad était étudiant. L'année suivante, il devient activiste et dénonce la terrible répression du régime. Alep est alors coupé en 2. Les quartiers ouest sont tenus par les forces loyalistes. Ceux à l'est abritent des combattants de l'opposition et des civils, comme Ahmad. En 2016, Bachar al-Assad et ses alliés assiègent les quartiers est de la ville. La population est soumise aux bombardements intensifs, au froid et à la faim. Des dizaines de milliers de personnes meurent dans ce territoire dévasté. Ahmad est contraint d'évacuer vers la province d'Idleb. Ici, c'est le plus bel endroit où j'ai été dans ma vie. Nous sommes revenus, mon ami. Ce sont des larmes de joie et de tristesse à la fois. Nous avons perdu tant de jeunes. Beaucoup ont été déplacés de leur maison. Ils n'ont toujours pas pu rentrer chez eux, ni pu revoir leur famille. Je n'ai jamais imaginé atteindre un jour cette étape, celle de pouvoir revenir à Alep et marcher dans ces rues, ces quartiers, ou pouvoir un jour rentrer auprès de ma famille, de ma mère, et retrouver mon lit que j'ai quitté il y a déjà 13 ans. Je ne vais pas décrire où je me trouve, je vais seulement vous montrer. Toute la ville d'Alep est derrière moi. Félicitations à tous les hommes libres, félicitations au peuple syrien. J'espère que tout se passera bien et que nous atteindrons Damas. Je te jure, j'ai cultivé la terre ici. Dès que je plantais quelque chose, l'armée venait me saisir mes récoltes. Alors en arrivant à Idleb, on l'a supplié de ne plus rien planter. Les gars m'ont imploré de ne plus rien planter. Tu vois, j'ai planté là. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu vous voir, les gars. Salut, Abou Hamzé. Salut à vous. C'est formidable, vous êtes tous là. Et toi, au poste frontière à pleurnicher pour que quelqu'un t'emmène? On est venu directement de Turquie. Le régime va tomber aujourd'hui, un peu plus tard. Je vous assure, et on va pouvoir fêter ça. Ahmad et ses amis ont profité de l'offensive des forces de l'opposition qui a pris par surprise le régime. Après 3 jours de combat, Alep, la 2e ville du pays, est libérée. Et avant même la chute de Bachar al-Assad, la vie a commencé à reprendre dans le quartier d'Al-Azizia, à majorité chrétienne. La ville compte aujourd'hui 25 000 chrétiens contre 200 000 il y a encore 20 ans. Avec la guerre, des dizaines de milliers d'entre eux se sont réfugiés à l'étranger. Joseph, bijoutier maroquinier, est une véritable figure du quartier. Comme beaucoup de ses voisins, il a nourri une grande crainte lorsque les rebelles se sont emparés de la ville. Le bruit courait que la bataille d'Alep avait commencé. Nous ne savions pas encore que ces lâches du régime avaient fui. On a appris plus tard qu'en effet, ils avaient pris la fuite. Le premier jour, nous avons vécu dans la terreur. On ne savait pas quel allait être notre sort. Le deuxième jour, nous avons eu plus peur encore. En bas de chez moi, je voyais leurs voitures aller et venir. Mais pas de coup de feu, pas de bombardement, pas d'explosion, rien du tout. Les avions du régime ont mené 2 frappes. Elles nous ont effrayés. Il y a eu des morts, paix à leur âme. On s'est dit que c'était reparti la guerre, mais on n'avait pas d'informations. Le 3e jour, on n'a rien entendu du tout. Pas une seule balle tirée.
Ce jour-là, j'ai reçu un coup de fil d'un voisin du quartier me disant qu'il lui avait dit « Faites revenir Joseph Fanoun dans sa boutique. Nous l'aimons et nous voulons le voir. » Tu veux que je sois honnête? Je me suis dit, c'est fini. Si je ne vais pas à la boutique, ils vont venir me chercher chez moi. Je devais me faire à cette raison. Ma famille et mes voisins m'ont appelé. Ils m'ont dit de monter sur le toit ou d'aller me cacher chez eux. Je suis resté 3 jours sans sortir de chez moi. Le 4e jour au matin, je suis allé à la boutique. En arrivant là-bas, j'ai vu un van stationné devant. Je me suis signé en pensant que c'était la volonté de Dieu. Je me suis dit, c'est mon destin. Un homme a accouru en disant, « Tonton Joseph, tonton Joseph !» Il m'a pris dans ses bras et m'a dit, « Je t'aime beaucoup. » Puis un autre est venu et encore un autre. Moi, j'étais stupéfait. Je suis resté bête avec un sourire crispé. Je disais, « Oui, oui. » Et je ne savais pas comment ça allait tourner d'un instant à l'autre. Mais dès que j'ai ouvert la boutique, des milliers de personnes sont venues me saluer, tous avec les mêmes mots. Vous êtes en sécurité. Félicitations pour la victoire. Personne ne m'a mal parlé. Personne ne m'a insulté. Personne ne m'a reproché d'avoir soutenu ce chien de régime et d'avoir soulevé son drapeau. Je suis votre frère. Vous venez d'où? D'Azaz. Je vous promets de venir chez vous. Sois le bienvenu. Soyez les bienvenus, habitants d'Atareb. Allez, filez, les amis. On voulait juste prendre une photo avec vous. Avec plaisir. Je suis votre frère. Ne nous abandonnez pas. À partir de là, je me suis servi d'un Père Noël pour inviter tout le monde arabe. J'ai invité toute la Syrie. J'ai dit aux gens, l'armée de l'amour et de la liberté est arrivée. Les gens ont commencé à se détendre. L'amour et le sentiment de sécurité ont commencé à se diffuser. J'envoyais des messages sur WhatsApp pour dire aux gens, ils sont tranquilles, ils sont en paix, ils sont amour. Ne vous cachez plus chez vous. Ils distribuent du pain et des fleurs. N'ayez pas peur. Ce matin du 8 décembre, comme dans les principales villes du pays, les Alépins se sont rassemblés en masse. Une semaine après l'arrivée d'Ahmad en Syrie, il fête aujourd'hui la victoire des rebelles. Arrête de pleurer, mon cœur. J'ai retrouvé ma mère. C'est qui? C'est Hassan. Il est venu avec moi de Turquie. Ça fait 1 heure que je te cherche. Ça y est, c'est fini. Oui, ça y est, c'est fini. Oh mon Dieu, c'est fini. Dieu merci. Oui, Dieu merci. Ce qui est parti est parti. Assad est parti, c'est le principal. Quelques heures plus tôt, les rebelles sont entrés dans Damas. Bachar al-Assad a fui en Russie. Son armée sous-payée et démotivée s'est débandée. Et ses alliés eux-mêmes affaiblis ne l'ont cette fois pas sauvé. Après 54 ans de dictature et 14 années de guerre, le pays fête aujourd'hui sa libération. C'est un jour de joie pour tous, pour les gens de toutes les confessions. Je suis vraiment très heureuse. J'espère en disant cela représenter tous les gens du pays qui se réjouissent maintenant. Aujourd'hui, la Syrie est née à nouveau. Nous sommes tous nés à nouveau, nous aussi. Nous allons reconstruire une Syrie libre, une Syrie digne, une Syrie démocratique, une Syrie pour tous les enfants de la nation. Pour éviter un effondrement des institutions, la nouvelle administration du pays, dirigée par des cadres d'Ayat Tahrir al-Sham, HTS, a décidé de garder les fonctionnaires en poste. Une mesure jugée rassurante pour la population, éprouvée par ces années de guerre. Razan est avocate. Comme des milliers d'autres personnes à travers le pays, elle recherche un proche disparu. Son jeune frère Mohammad, enlevé en 2012 par le régime à l'âge de 23 ans. Razan utilise encore des billets imprimés à l'effigie de Bachar al-Assad, responsable de la disparition forcée de plus de 150 000 personnes dans le pays. Parmi eux, le frère de Razan. Pour la première fois depuis la chute du régime, elle ose se confier à Sami, un collègue.
C'est sa dernière photo? Oui, presque. Je l'ai publiée sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp. Il s'est juste rendu à des manifestations pacifiques. Mon frère venait de se fiancer et voulait se marier. Il est allé au bureau d'état civil pour obtenir un livret de famille. Là-bas, il a croisé un voisin. Ce voisin a dénoncé des personnes à la sécurité militaire. Ils ont alors arrêté 4 ou 5 personnes présentes là, puis en ont détenu 2, dont mon frère. Sur un simple acte de délation pour présence à des rassemblements. Depuis, nous sommes sans nouvelles de lui. Nous avons seulement su qu'il a été détenu à la prison Palestine, après plusieurs années. Comment vous avez su qu'il se trouvait dans cette prison? Grâce à une personne qui travaillait là-bas. Il a envoyé un message de manière anonyme à mon oncle, disant qu'un tel et un tel se trouvaient dans la prison Palestine. Razan est hanté par la prison Palestine à Damas, où, comme dans de nombreux centres de détention, le recours à la torture était systématique. Ce que nous avons vu des prisons est pire que dans un film d'horreur. À cause des presses pour écraser les corps, des mutilations, de la guerre psychologique menée contre les détenus, c'était les ténèbres sous terre. De quoi dresser d'effroi les cheveux sur la tête. Moi, je n'ai pas pu profiter de la joie de la victoire de la Révolution. Certains dans mon cas l'ont oublié, car nous avons vécu dans une telle terreur. Malgré ses traumatismes, Razan garde un esprit combatif. Nous allons nous relever. Nous allons désormais compter sur nous-mêmes. Nous allons être unis comme les doigts de la main. La libération d'Alep permet aujourd'hui à Ahmad de savourer les retrouvailles avec ses proches. Ses petits frères, Abdul Karim et Zaïd, sont là, ainsi que sa mère, Haïfa. Je veux m'asseoir à côté d'elle. Oui, viens t'asseoir près de moi, mon cœur. Ça va comme ça. Merci beaucoup. Tu as eu peur pour eux au moment de l'offensive? J'ai eu peur qu'il y ait une mobilisation et qu'ils prennent tous les jeunes. Je leur disais de ne pas sortir de la maison pour cela. J'avais peur de ne plus vous revoir. Le plus important pour moi, c'est de vous avoir retrouvés. J'avais peur de mourir avant de vous avoir tous revus. Non, longue vie à toi, maman. Je t'avais pas dit que je reviendrais? Ahmad vivait dans les quartiers est de la ville. Je ressentais tout car je vis près de cette zone. Vraiment, quand les avions les bombardaient, la maison ici tremblait. Alors eux, là-bas, les pauvres. J'ai souffert de dépression. J'ai ressenti tant de peur. Jusqu'à maintenant, la peur ne m'a pas quittée. Tu ne voulais pas aller en ville? Oui, un peu plus tard. Avec qui? Avec mes amis, ils m'attendent. Quels amis? Abou Hamzé? Kezel? Je ne sais pas encore. Je vais les appeler pour voir. Dis-leur de venir déjeuner ici. La joie d'une mère de revoir son fils à la maison après 13 ans de séparation est indescriptible. Ça m'a redonné vie. Ça m'a rendu mon âme. Jusqu'à maintenant, je vis un rêve éveillé. Voilà un bon parfum pour ce beau jeune homme. Merci, maman. Tu es mon âme et mon cœur à la fois, mon fils. Pour ceux comme Ahmad qui ont survécu au siège d'Alep, arpenter les quartiers est de la ville réveille des souvenirs, aujourd'hui encore douloureux. C'est la première fois que je reviens ici, depuis le fameux bombardement au baril d'explosifs. Ce bâtiment s'est effondré à côté de moi. Il y avait des éclats partout. Le régime syrien et ses alliés ont massivement bombardé la population civile à Alep au moyen d'armes prohibées. Comme ici, avec des bombes barils bourrées de grenailles et larguées à basse altitude par des hélicoptères. Il a également recouru à l'utilisation de bombes au phosphore et mené des attaques chimiques contre les Alepins. J'ai échappé à la mort. J'ai échappé à la mort, Dieu merci. J'ai échappé à la mort. Il n'est pas toujours assidu à la messe, mais pour rien au monde, Joseph n'aurait raté le premier prêche depuis la libération de la ville de Monseigneur Denis Antoine Chahada. Le nouveau pouvoir multiplie les gestes d'ouverture à l'égard des différentes communautés. L'archevêque d'Alep
a récemment rencontré des responsables d'HTS et semble rassuré. Aujourd'hui, HTS est encore classé sur la liste des organisations terroristes des États-Unis et de l'Union européenne. Pour devenir un interlocuteur crédible sur la scène internationale, le nouveau pouvoir a bien compris la nécessité de garantir des droits et des libertés à tous les citoyens. Leur politique doit se démarquer de celle de Bachar al-Assad. L'ancien président se présentait comme protecteur des minorités. En réalité, il a surtout instrumentalisé les différentes communautés du pays. Lorsque le régime a repris le contrôle d'Alep, j'ai été obligé par un service de sécurité du régime d'accrocher les portraits de Nasrallah, Khamenei, Poutine et Assad et d'écrire dessus le matin de la victoire. Ils m'ont obligé à signer ces photos en précisant que je suis chrétien. Et chaque fois qu'un journaliste venait, il disait « Regardez ce qu'a écrit Joseph Fanoun ». J'étais prisonnier de ce système. Il y avait la menace des prisons et de la torture. Repenti sincère ou opportuniste, difficile de savoir si Joseph a profité et dans quelle mesure du système clientéliste du régime. À l'image d'HTS, Joseph s'applique aujourd'hui à parler aux gens de toutes les communautés. Avec ses amis arméniens, il savoure de pouvoir échanger librement. Durant plus de 50 ans, Abou Azad, n'avez-vous pas vécu dans le mensonge? Dans le mensonge, l'injustice et la saleté. Quelle honte! Le régime a terni l'image de la Syrie. Nous sommes passés de civilisation à narco-État. Ils m'ont enfermé 100 jours dans la prison militaire pour de la vente d'or. Mais j'avais rien à voir avec ça. Ils ont volé et vendu l'or et ils m'ont enfermé. J'ai cru mourir. Dans quel état il est sorti? Comment? Il avait la peau sur les os, il ne pouvait même plus marcher. Ouais, tu dormais par terre. Par terre. Les chaussures, elles te servent d'oreiller. Et les cafards, ils marchent sur ton visage. Je voulais te demander, avec ta mère, tes frères et sœurs, comment avez-vous géré cette période? Ça nous a tués. Des gens de la sécurité d'État, de la sécurité militaire, de je ne sais où sont venus nous voir pour nous soutirer 50 millions de livres pour sortir mon père. Mais aucune nouvelle de lui. Ce n'était que des mensonges, de l'escroquerie. Pour être honnête, aujourd'hui, je suis rassuré par ce que je vois. Mais rassuré pour l'avenir, non. Parce que je sais que des centaines de mains vont vouloir contrôler ce pays. Nous avons été surpris par le comportement des rebelles. Nous avons été surpris par leur comportement. On s'est dit, on va fuir, mais il n'y avait aucun moyen de partir. Au contraire, notre situation est maintenant meilleure qu'avant. Oui. Du jour au lendemain, le climat s'est apaisé en Syrie. Pour l'électricité, l'eau, le commerce, ça prendra encore des mois pour redevenir fonctionnel. Mais j'espère qu'il y aura des gens à la hauteur de leurs responsabilités pour arranger tout cela. Ce pays ne manque pas de bonne volonté. C'est vrai. Depuis la libération d'Alep, les 160 boulangeries tournent à plein régime pour nourrir les 2 millions d'habitants. Seule la solidarité internationale peut aujourd'hui permettre aux Syriens de se relever. En Syrie, 90% de la population vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Pour garantir la sécurité de la population, le nouveau pouvoir veut intégrer dans l'armée nationale les combattants de toutes les milices du pays. Les autorités promettent de poursuivre les responsables de crimes de guerre. Une politique bien accueillie par la population. Après des décennies de dictature sanglante et d'impunité, les Syriens ont soif de justice. C'est la première fois de ma vie que je participe à un rassemblement. Un événement social où je me retrouve dans une foule. C'est la première fois de ma vie. Malgré cela, il reste une blessure dans nos cœurs. La joie sera complète lorsque tous les responsables des tortures sur les détenus et sur la population, depuis 54 ans, seront jugés. Nous voulons tous les juger.
Il y a encore quelques semaines, les marchandises en transit étaient souvent racketées sur les barrages tenus par les sbires du régime. Depuis la libération, les biens de consommation circulent à nouveau d'une région à l'autre du pays. Ce yaourt est produit dans le centre-ville d'Al-Bab. On en a été privé au moins depuis 15 ans. Moi, ça fait au moins 13 ans que je ne suis pas revenu ici, depuis mes études. Après, la route a été coupée, alors... Je ne veux rien gâcher. Je vais le manger avec son petit lait. Oh mon Dieu. Bon appétit. Ça a le goût du paradis. Mon chéri, tu m'as apporté du yaourt et cela m'a rendu si heureux. Voilà du savon d'Alep fait avec de l'huile de notre production. Mon chéri, voici aussi mon numéro personnel. Nous avions peur de donner notre numéro personnel avant, car on ne savait pas qui était avec qui. C'est vrai. Tu peux m'appeler et me rendre visite quand tu veux. Merci, c'est très gentil. Avec plaisir, mon chéri. Allez les filles, allez les filles. Allume cette lumière, Lula, il y en a une éteinte. Voilà de l'encens sacré, sans-le, ça donne la santé. Venez les enfants, venez, venez, venez. J'en diffuse sur la révolution de l'amour. Bois ce café, réjouis-toi, nous commençons une nouvelle vie. Sois heureux, bois ton café et fume ta cigarette. Viens t'asseoir. Salut Mokhtar. Lors de la libération des principales villes du pays, les prisons ont été ouvertes. Mais peu de prisonniers en sont ressortis vivants. Chaque jour, de nouveaux charniers sont découverts. À défaut de pouvoir identifier les corps, impossible pour la plupart des familles de disparus de faire leur deuil. Même si les chances de retrouver son frère sont désormais infimes, Razan ne peut se résoudre à cette réalité. Accompagnée d'un ami, elle s'est aujourd'hui donné une mission symbolique. Je vais chez mon frère. La maison est inhabitée. On lui a laissé ses affaires pour qu'il les retrouve dans le même état qu'avant. Je vais écrire mon numéro de téléphone et celui de mon père sur la porte. Comme ça, s'il sort et que nous n'en sommes pas informés, s'il se rend chez lui, car notre famille a déménagé depuis, il verra nos numéros et pourra nous contacter. J'espère qu'il sortira sain et sauf. Seule une campagne massive de reconnaissance ADN pourra permettre aux familles de retrouver la trace de leurs proches. Les défis à relever sont nombreux et intimidants pour les Syriens. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, réfugiés à l'étranger, attendent de voir comment la situation va évoluer pour décider de leur retour au pays. Malgré ce constat, Ahmad reste tourné vers l'avenir. Je souhaite que la Syrie devienne un État indépendant, qu'on retrouve notre liberté et notre dignité, qu'il y ait de la sécurité, une Syrie loin du sang et de la guerre, loin de l'occupation russe et iranienne, des milices irakiennes et d'Al-Qaïda. C'est fini tout ça. Nous ne sommes pas un peuple sectaire. Toutes les religions sont présentes et nous nous aimons. Mais la guerre, avec l'ingérence des milices et des pays extérieurs, ont gâché nos vies. J'ai vécu les destructions, les manifestations et la peur. J'ai vécu tout cela. Et je continue d'avancer. Je vais poursuivre le chemin. Et nous allons reconstruire le pays. Après plus de 600 000 morts, des millions de déplacés et des plaies encore à vif, les Syriens espèrent enfin tourner la page de ces années d'oppression. Inventer un nouveau pays prendra du temps. Organiser un recensement, rédiger une nouvelle constitution et ensuite des élections libres pourrait prendre 3 à 4 ans selon les nouvelles autorités. La route est longue et incertaine, mais aujourd'hui, tout paraît pourtant possible.